toujours des amis qui me disent, quand on vient à la hutte chez toi, on laisse nos soucis à l'embarcadère là-bas, et quand on arrive à la hutte, on est sur une autre planète. C'est plus la même chose. On est à Cléry-sur-Somme. Une des particularités encore de cet étang, c'est que sa surface fait qu'il attire de nombreux oiseaux. Regardez, là, il y a un vol de cormorans. Ils sont attirés par les grandes surfaces d'eau. C'est une hutte qui existe d'avant la guerre de 39-45. C'est pratiquement une presqu'île. C'est pas vraiment 360 degrés, hein. C'est deux lieux de pause qui sont différents. En baie de Somme, et en France plus généralement, ce type de hutte est très rare. Il en existe à peine une vingtaine. Les avantages, il y en a, parce que d'un côté, on chasse sur je pourrais dire un étang qui est peu profond, il y a 20 ou 30 cm, donc ça s'adresserait plus à des oiseaux de surface. Et puis de l'autre côté, on a des fonds plus importants, qui se trouvent d'ailleurs dans le lit de la Somme. Et donc là, ça s'adresserait plus à des oiseaux dits plongeurs. Donc l'intérêt, il est peut-être un petit peu là, quoi, de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Les inconvénients, ils sont qu'on est obligé de prendre la barque quand même pour se rendre à la hutte. Et malgré tout, c'est quand même une contrainte. Alors il faut prendre tout le matériel. On n'a pas le droit d'oublier quoi que ce soit, parce que sinon, ça devient vite embêtant. Donc on prend l'eau, la batterie pour se faire l'électricité, le charbon pour le feu, etc., etc. La nourriture, bien évidemment. Et puis je vous prie de croire que quand on a oublié ses cigarettes, généralement on ne retourne pas à la voiture pour aller les chercher, parce que il y a du trajet, il y a loin, et puis bon. C'est vrai que quand tout est gelé, on a beaucoup de mal à accéder. Alors bon, j'ai vu les années où il y avait du gel qui prenait pendant assez longtemps, on était obligé de passer sur la glace, avec les risques que ça comporte. Sinon, si la glace n'est pas trop épaisse, il faut qu'on casse la glace devant, et puis on passe avec un bateau, et puis voilà. Nous arrivons. Ici, c'est plus pour, je dirais, un vol d'oie, une bande de milouin, éventuellement quelques colverts. C'est quelque chose qui leur plaît davantage parce qu'il y a du fond, parce qu'il y a la grandeur. D'ici à la berge qui est en face, il y a 1 kilomètre. Et puis aussi, certaines grandes bandes de gibier qui ont peur de se poser dans du restreint, c'est-à-dire une petite mare de hutte. Une grande bande de gibier préférera toujours avoir un dégagement comme ça, et les oies s'y posent d'assurance. Bien souvent, les oies restent au milieu du plan d'eau toute la nuit et elles ne s'envolent que le matin en nous saluant, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et bon, quelquefois, on a la chance d'avoir un vol qui s'approche des huttes, mais je dirais que c'est rare quand même. Pour changer de zone de chasse et passer d'une mare à l'autre, seuls quelques mètres suffisent. On a fait 10 mètres. À pied. On a fait 10 mètres à pied. Ça suffit complètement pour changer un biotope. D'ailleurs, vous pouvez regarder par vous-même, le biotope n'est pas du tout le même. Pas du tout. Là, on a des roseaux, des petits arbustes, des faibles profondeurs. À savoir que tout est branché. Et si ça ne l'est pas, on en met des branches. Alors, je vais vous expliquer quand même pourquoi on met des branches. Regardez, tout ça, ça a été mis de la main de l'homme. En fait, ce petit plan d'eau s'adresse plus aux sarcelles. Pourquoi? Parce qu'il est peu profond, il y a 20 cm. Et puis il faut savoir que les sarcelles adorent les petites branches, les arbres qui poussent au milieu de l'eau ou sur le côté. C'est un milieu qui leur convient parfaitement, ça. Et à contrario, vous ne trouverez jamais une sarcelle sur le grand plan d'eau que je viens de vous montrer là, précédemment. Jamais. Il n'y aura jamais une sarcelle sur ce plan d'eau. Et encore à contrario, vous ne verrez jamais d'oie venir sur un si petit plan d'eau. J'ai une mare qui a 2 aspects différents. Je dirais même 3 mares, parce que le fait d'avoir la Somme qui passe de ce côté-là, on peut dire qu'on a encore un biotope différent. Là, on est dans la partie qui contrôle tout ce qui est le nord de l'étang, hein. Dans la mare nord, la salle de tir est large et confortable.
La pièce où il fait bon vivre, je dirais, là où on retrouve le fameux poêle. De quoi faire une petite cuisine, c'est-à-dire un petit gaz, un évier. Alors le robinet est un peu trompeur là, vous savez, c'est un faux robinet, il n'y a pas d'eau. On est obligé d'amener son eau ici. Et puis, comme dans toute bonne habitation, 2 lits superposés qui permettent de passer la nuit confortablement. Qu'est-ce que vous avez en plus à nous montrer? Mais en fait, la salle de tir continue, je dirais, par là. Ici, c'est l'autre partie du plan d'eau. Pour chasser dans la mare sud, une deuxième salle de tir a été aménagée. Est-ce qu'on n'est pas tenté la nuit de faire le va-et-vient entre les deux salles de tir? Ben oui, on est, comme vous dites, oui, on est tenté de faire le va-et-vient, et puis ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, parce que premièrement la nuit passe plus vite, si on peut dire, et puis on a toujours le sentiment de pouvoir découvrir quelque chose de l'autre côté, quoi. On dort moins dans une hutte comme ça que dans les autres? On dort moins, peut-être qu'on dort moins, effectivement. Ouais. Je vous dirais qu'on y croit plus. Les chances de passer une nuit de chasse fructueuse sont 2 fois plus nombreuses lorsque la hutte possède 2 salles de tir. Mais ce luxe est rare. Une autre méthode est utilisée en baie, le hutto. Il permet de déplacer sa salle de tir à volonté. Dans la chasse au hutto, il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la pratique. Le hutto, ou cercueil, est une hutte miniature et mobile. Monoplace ou biplace, le cercueil donne à son pratiquant une grande liberté de choix dans son lieu de chasse. À chaque sortie, le site d'accueil pour le gibier est unique et éphémère. Bah ici, je pense que c'est l'endroit idéal pour faire poser le canard. Vous avez un bon petit courant là, donc on aura de l'eau toute la nuit. Vous avez un petit blasier là, juste devant, ainsi qu'une petite île de sable. Donc le canard, s'il veut se poser soit dans l'eau, soit sur le sable, ou soit sur un brillant, il a le choix. Et comme on ne sait pas où il veut se poser, bah, vaut mieux avoir les trois solutions. On va aller au blétage. Le blétage, ça consiste à mettre les formes en plastique, les disposer sur l'endroit de la chasse. Donc il y a plusieurs formes de blettes. Alors un petit truc pour le blétage, ce sont les plombs. Je mets toujours embêté, surtout dans un sac, ça s'en mêle. Alors j'entoure la corde. Et là j'ai mis un petit bout de chambre à air pour pouvoir tenir le plomb sur le bec. Un petit truc, mais on gagne du temps. Plutôt, il faut constamment recréer son site de chasse. On recrée à chaque fois un environnement qu'on ne connaît pas. Quand on arrive, on ne sait pas où on va, et c'est à nous de faire un site d'accueil pour le canard. Si on n'était pas là, il ne viendrait pas se poser là. Il y a quelques bases, disons les arrivées de gibier. Ça arrive par la mer, ça peut arriver par la terre, par les marais du Crotoy. Et ensuite, sachant que le gibier se déplace suivant les courants, dans certains cas, donc mettre aussi sur un courant. Ici, vous avez des centaines de possibilités de vous installer, donc des centaines de blétages différents. Mais il y a quand même une base qui est à peu près comme à la hutte, c'est-à-dire un paquet d'abattage et quelques paquets d'interdiction pour guider le gibier sur la pose.
Et là, c'est suivant l'environnement où on est. Et suivant l'orientation du huteau, suivant l'orientation du vent, suivant si devant vous avez une zone d'ombre ou si vous avez des lumières des villages à côté, il faut penser à tout, quoi. Il y a 3 formes d'attache en B. Là vous avez la sardine. Et là vous avez le plomb. Qui est à mon sens trop lourd, ça nous charge toujours au maximum. Comme on doit trinquer avec nous tout le matériel, ben moins c'est lourd, mieux c'est. Quand on n'a pas de poids ni de sardine, on peut prendre un petit chiffon. L'attacher sur l'attache. Un petit trou. Et voilà. Ça tient ça. Ça tient, ouais. Disons que le poids c'est bien mais c'est lourd. Pour le huteau, il faut s'alléger au maximum. Les sardines, c'est très bien mais ça rouille. Et le chiffon, c'est ce qui faisait de mieux, quoi. Il faut toujours avoir un petit bout de chiffon sur soi. Au cercueil, il vaut mieux être sportif. Humidité, froid, vent, pluie, les conditions de chasse sont parfois difficiles. Une fois la zone de chasse définie et le blétage terminé, le hutier doit se dissimuler. Et pendant les périodes de pleine lune, certains n'hésitent pas à enterrer leur cercueil. Pour faire un bon chasseur au cercueil, il faut d'abord et avant tout être méthodique, patient et sans doute aussi un peu fou. Ah voilà, c'est pour pouvoir cacher au maximum le huteau, surtout en hauteur. Là, je vais pouvoir abattre le sable sur les côtés et faire une butte quasiment homogène avec les buttes qu'on trouve dans la baie. Alors je creuse à 15 cm de profondeur et ensuite avec le sable sur les côtés, je le rabats afin de casser la forme du huteau. Du fait qu'on a retourné le sable qui est ressorti est plus noir, plus sombre que le sable de surface. Alors on le remouille un petit peu, mélangé avec le sable de surface, ça lui redonne une couleur marron. Donc là, je vais préparer mes couchages pour passer une bonne nuit. On a tout intérêt à être bien installé. Donc une petite couverture sur le devant pour protéger l'humidité qui peut arriver avec la pluie. Un petit tapis de sol pour protéger du froid du sol. Ensuite un duvet traditionnel au panier d'un petit oreiller. Le sac à provisions. Voilà. Donc là, je suis paré pour une bonne nuit. Pour les sauvaginiers, la chasse au huteau reste marginale. À peine 2% d'entre eux pratiquent le cercueil. Je mets un petit élastique pour le vent, pas que le capot se décroche. Donc je glisse par le dessus.
On est très bien. On est très bien, on est à l'abri du vent. C'est isolé là, parce que c'est une matière très isolante, quoi. On n'est pas humide, on est vraiment bien, quoi. À l'hiver, on peut rester jusqu'à 15 heures allongé. Donc le petit oreiller, c'est un petit plus. Ça permet de ne pas rester sur ses coudes et de pouvoir reposer sa tête et tout le corps, quoi. Alors, pour tirer, faut reculer au maximum. Passer le canon. Et voilà. Les guignettes, c'est amovible, c'est surtout lorsqu'il tombe une averse et que le vent le chasse la pluie à l'intérieur. Alors vous remontez les guignettes. 1 et 2. Voilà. Vent plus pluie, faut pas sortir, non. Parce que c'est généralement vous allez galérer toute la nuit, quoi. Et généralement ce sont des vents d'ouest qui ne sont pas propices aux canards, quoi. Vous êtes tout mouillé pendant toute la nuit, quoi. Faut jamais venir tout seul à l'aveuglette, quoi. Faut toujours les premières fois venir accompagné d'un quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite faire attention aux marées. D'ailleurs avec la carte de baie que vous achetez, on vous livre un petit carnet de marée. Ensuite jamais se fier au temps qu'il fait à l'instant, quoi. Toujours téléphoner à la météo ou se renseigner, quoi, sur la météo, s'il ne va pas y avoir de gros coups de vent ou de tempête en vue. Ensuite, il faut se munir d'une boussole. C'est parce que le brouillard tombe très vite ici et on se perd très vite. Et en termes d'armement, je conseille un fusil juxtaposé qui nécessite beaucoup moins d'espace sur la hauteur des visées, du fait que les canons sont plats, quoi. Faut pas avoir un coup de cœur pour son fusil, quoi. Faut prendre le fusil tel qu'il est, quoi. Bah, regardez l'état. Disons que le sel, le sable et l'eau, ça ne fait pas bon ménage avec le canon, quoi. On chasse où on veut, là, dans toute la baie, et on choisit son endroit de chasse. C'est-à-dire si on a envie de chasser sur un courant, on chasse sur un courant. Si on a envie d'aller sur une mare fixe qui reste après la marée, on y va. Si on veut aller sur un bruyant, on y va aussi. En termes d'efficacité, c'est beaucoup de temps passé pour peu de résultats, quoi. C'est créer un système accueillant pour le gibier. Dans une hutte, il est créé depuis toujours. On a juste qu'à l'entretenir. Avec ici, on a à le créer tous les soirs. Chasser au huteau, c'est d'abord et avant tout aller vers les oiseaux. À la hutte, le poste de tir reste fixe. On attend la pause. Et la concurrence entre les huttiers peut être rude. Pour mettre toutes les chances de son côté, le mieux est d'utiliser les meilleurs appelants, des hybrides. Dans la nature, les canards sauvages ne se mélangent pas. Les canards domestiqués utilisés par les sauvaginiers, les appelants, jouent le rôle du leur. Ils font croire aux canards sauvages que la mare est un endroit sûr et les incitent à les rejoindre en les appelant. Cependant, ces canards domestiqués n'ont pas exactement le même chant que les canards sauvages. Et de tout temps, les chasseurs ont essayé d'obtenir l'appelant idéal en croisant les espèces. Leur but, obtenir un hybride dont les capacités de chant et d'endurance dépasseraient celles du canard domestique. Là, c'est une canne mignon pur mignon, et là, un mâle d'hiver pur. Donc, en accouplant le mâle de sarcelle d'hiver avec la canne mignon, pure race, ça va donner des jeunes première génération, d'où on va garder que les femelles. De génération en génération, c'est par les femelles que l'on améliore la qualité du chant. Les cannes hybrides sont toujours accouplées avec un mâle de sarcelle d'hiver et d'une nichée différente. C'est de cette manière que le chant de l'hybride se rapproche de plus en plus de celui de la sarcelle d'hiver sauvage. La canne de première génération a déjà progressé par rapport à sa mère. En deuxième génération, c'est encore mieux.
Elle est plus petite, son bec s'affine et s'allonge comme celui d'une canne sarcelle d'hiver sauvage. Mais c'est réellement en 3e génération que l'hybride devient intéressant pour le sauvaginier. Là, je vais vous attraper. Donc, le résultat, femelle. C'est déjà plus nerveux. On voit que ça commence à ressortir vers du pur. Voilà. Alors voilà la 3e génération. Hein. Donc, plus petit déjà. Hein. À chaque fois qu'on descend de génération, on revient toujours plus sur la souche sauvage. Pour vraiment avoir du champ à la perfection, il faut déjà partir la 3e. C'est là qu'ils ont pratiquement à 100% les voix vraiment des sauvages. Toujours un animal un petit peu plus gros qu'un pur, bien sûr parce que c'est un hybride, plus résistant, et qui se reproduit très bien. L'avantage, c'est que l'hybride, c'est une espèce plus résistante aux maladies, une espèce qui chante en général mieux, et une espèce qui se reproduit très bien. Il est possible de faire beaucoup d'hybrides différents, mais peu de croisements offrent de bons résultats. Pour que l'élevage des hybrides soit possible, il faut réunir les conditions idéales à leur reproduction, et notamment posséder plusieurs parcs. Là, j'en ai 5. 5 parcs d'une surface à peu près 15 mètres carrés, 5 mètres sur 3, quoi, les uns à côté des autres. Si on veut faire un hybride sarcelle avec une mignon, il faut vraiment qu'il soit à part. Il faut que le mâle ait sa femelle. Et une fois qu'ils sont bien accouplés, c'est là qu'on peut rajouter, on peut se permettre de rajouter des autres couples qui sont accouplés pour l'hybridation. Au départ, il en faut peu, mais que des bons. Pour la bonne santé des hybrides et des autres appelants, il faut respecter certaines règles élémentaires. Toujours de l'eau propre et de l'hygiène. Hein. Comme moi, là, c'est sur des cailloux, donc il pleut, ça se nettoie, je n'ai pas de boue, très très peu. En général, les mâles, ils aiment bien cocher, c'est dans de l'eau propre et de l'eau fraîche. Souvent, après que c'est changé, il faut tout de suite partir, les laisser tranquilles. C'est là qu'ils vont commencer à faire vraiment leur reproduction. La nourriture, ça c'est simple, hein. Moi je prends un granulé normal, spécial canard. Je ne donne même pas de pondeuse ni rien, mais que du granulé, hein, puisque bon, c'est quand même des espèces assez fragiles, donc il leur faut un complément qui est dans les granulés, donc c'est suffisant. Sauf au moment de la ponte, il faut rajouter du sable. Moi je mets du sable de rivière pour reformer leur coquille d'œuf et aussi bien pour leur gésier. C'est le seul produit que j'ajoute à côté de l'alimentation. Mes canards sont nourris en permanence, hein, mes agrès noirs, je veux dire, il faut toujours que ce soit propre, hein, des granulés sains, pas humides ni rien. Et sinon, il y en a d'autres qui ils alimentent le midi, une fois par jour, mais moi c'est en continuité. Comme ça me permet de les laisser toujours tranquilles. L'élevage des hybrides n'est pas simple. Les résultats ne se font connaître qu'au bout de plusieurs années de travail intense. Mais lorsque l'alchimie réussit, les appelants sont de très bonne qualité. Ils peuvent alors concurrencer sérieusement ceux de vos voisins de hutte et faciliter la pose à portée de votre fusil. Si l'hybride possède des qualités supérieures à un appelant traditionnel, il ne suffit pas à lui tout seul à provoquer la pose. En plus d'un bon chant, les canards sauvages ont besoin d'un repère visuel déterminant pour la mise en confiance. Ce sont les blettes. Souvent abîmées par les plombs, elles peuvent être réparées très facilement. Cette blette, je la perce pour qu'elle soit de nouveau utilisable, parce que lors d'une pose de gibier, elle a été percée par des plombs d'un coup de fusil. Et donc, comme c'est du plastique, mais qu'elle est vide à l'intérieur, elle coule. Donc là, j'ai percé 2 trous à la blette, parce que l'opération va consister à la remplir de mousse de polyuréthane, qui va la transformer en un espèce de bouchon. Et maintenant, elle flottera toujours. En baie de Somme, les sauvaginiers transforment à l'occasion leur hutte en véritable atelier de bricolage. Et pour réparer les blettes, le chasseur doit avoir son propre matériel.
Ah, ben ça tombe bien, il me reste une bombe. Pour une bonne réparation, il faut une perceuse, une bombe de polyuréthane, la blette abîmée, un entonnoir et une bassine. Je ne fais pas un café. L'eau tiède est nécessaire au travail de remplissage de la blette. S'il reste un petit peu d'eau, on pourra éventuellement boire un café, mais on verra ça après le travail. Alors là, je vais mettre de l'eau tiède à l'intérieur de la blette parce que la mousse de polyuréthane s'expanse mieux et durcit plus rapidement à l'intérieur d'une paroi légèrement humide et tiède. Quand on l'injecte, la mousse de polyuréthane, bon, il consiste à démarrer vers l'avant et on retire, voilà, la mousse est partie. Parce qu'il faut à peu près un tiers du volume de la blette. La mousse va tripler de volume, donc il ne faut pas non plus en mettre trop, parce que sinon la blette viendrait à exploser. Il faut compter une douzaine d'heures de séchage pour que la mousse ait pris tout son volume et que la blette soit à nouveau opérationnelle, je dirais. Là, la mousse est ressortie légèrement par la tête, donc je peux conclure que ma blette est bien remplie. Auparavant, les sauvaginiers avaient une technique fort différente pour réparer les blettes. Avec un couteau, on pratiquait une incision sur le dos de la blette. On ouvrait donc la blette et à partir de morceaux de polyuréthane provenant de différents emballages, on cassait les morceaux par petits morceaux et on bourrait tout simplement la blette jusqu'au temps qu'on puisse en mettre. Et à la fin de l'opération, on refermait la blette. Et voilà, ça c'est une blette qui a été bourrée à l'ancienne méthode, mais qui reste également très opérationnelle. Et d'un moindre coût, puisque là, il n'y a pas de bombe de mousse de polyuréthane à acheter. Ben voilà, vous avez donc les deux blettes, avec une avec l'ancienne méthode, le trou sur le dos, et la nouvelle méthode avec deux petits trous. Bien entendu, quand la mousse sera sèche, avec une lame de rasoir, on coupe la mousse qui dépasse, et avec un petit pinceau de peinture, on ne voit absolument plus rien avec la nouvelle méthode. Quand les réparations sont terminées, que les blettes ont repris leur place, la chasse peut enfin commencer. Mettre en confiance, faire poser et tirer les canards ou les oies constituent les étapes essentielles de l'action de chasse. Mais il faut aussi récupérer le gibier. Le chien est le compagnon indispensable du chasseur. Mais il doit suivre un dressage sur mesure, spécifique à la chasse au gibier d'eau. Ce qu'il faut toujours se dire, c'est que quand on apprend quelque chose à un chien, il faut d'abord lui expliquer. Dans les zones de chasse au gibier d'eau, les éleveurs éduquent les chiens aux techniques spécifiques de la sauvagine. Sont représentées dans nos marais différentes races assez nombreuses et en général toujours axées sur le rapport de gibier. Une des questions qui m'est souvent posée, c'est la suivante. C'est, voilà, grosso modo, j'ai des appelants chez moi, je chasse le gibier d'eau, je chasse soit la hutte, soit je chasse d'une autre manière, mais j'ai des appelants chez moi. Et comment faire pour empêcher mon jeune chien de s'attaquer aux appelants? Non, 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 pas les canards. Eh bien. Ou inversement, on m'amène des chiens en me disant « Monsieur, pouvez-vous faire rapporter mon labrador ou toute autre race qui ne ramène pas les sarcelles ou les canards, mais tout autre gibier ramène ?» Tout simplement, la cause est claire. On a voulu lui faire comprendre qu'il ne devait pas s'occuper des appelants et en fait, on lui a fait comprendre qu'il ne devait pas s'occuper des canards tout court. Alors comment fait-on? C'est très simple. Viens Milk, on va schématiser
cette période éducative avec un chien qui lui connaît déjà la chanson, mais on va bien montrer comment ça se passe pour que le chien comprenne. Bien. Alors si vous voulez, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que quand on apprend quelque chose à un chien, il faut d'abord lui expliquer. C'est exactement comme un enfant. Si on veut lui apprendre quelque chose dont il ne comprend pas l'intérêt, il l'apprendra peut-être mécaniquement, mais il ne le mettra pas en application quand il faudra. Donc il faut bien lui expliquer. Alors la première chose à faire, on explique au chien, on lui banalise la présence des appelants. C'est-à-dire si vous avez des appelants chez vous, des canards chez vous, vous lui montrez les canards. Ici par exemple, on a une mare avec un enclos, avec des canards éjointés non volants d'un côté, des canards qui volent de l'autre. Bon. Et on montre au chien, donc il regarde, on lui montre les appelants, on le promène au milieu des appelants ou à côté des appelants, il les regarde, pour lui c'est du gibier, hein. Un canard c'est un canard. Il n'y a que les humains qui font la différence au départ, donc on lui montre, et s'il veut y aller, on le tient en laisse. Donc ce n'est pas une punition, ce n'est pas un ordre qui l'empêche de s'occuper des canards, on le tient en laisse pour pas qu'il y aille. Et à un moment donné, donc on lui enlève la laisse et il peut se balader ou regarder sans laisse les canards sans sauter dessus systématiquement. Alors le second volet, c'est on l'emmène vers ces canards-là quand ils sont volants, c'est-à-dire que donc on s'avance vers les canards s'envolent et c'est pareil, on tient le chien. Donc on montre au chien que les appelants, volants, pas volants au départ, volants ensuite, c'est quelque chose, on ne court pas derrière, on ne bouge pas, etc. Et à un moment donné, il faut lui faire comprendre la différence. Si je tire un colvert qui tombe au milieu des appelants, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut aussi bien aller sauter sur l'appelant, qui en plus remue, lui, qui est plus tentant, que le colvert que j'ai tué. Donc on va lui apprendre entre-temps, avec un colvert mort, on va prendre le colvert et lui jeter dans l'eau vers les appelants. Donc soit il se dirige vers ce colvert mort, on le félicite, c'est très bien, il rapporte, soit il va aller vers les appelants. Mais entre-temps, on l'a lâché avec une longe. Donc s'il se dirige dans la direction, mauvaise direction, c'est-à-dire vers les canards vivants, on le fait tourner à la longe et on le ramène sur le canard mort. Et quand vous avez fait ça 5-6 fois, avec un chien normalement intelligent et passionné de chasse, il a très bien compris que les appelants, c'est une chose, et le gibier mort, le canard mort, ou blessé, ou sauvage, est autre chose. Parce qu'en plus, ça n'a pas tout à fait la même odeur. Et là, il fait la différence très facilement. Mais il ne peut pas la faire de lui-même au départ. C'est-à-dire ça se fait tout seul, quand on leur explique. Et si jamais on laisse le chien aller sur les appelants et qu'on l'engueule après, il ne rapportera plus de canard, si c'est un chien discipliné. Le chien, le but, c'est de lui apprendre à aller chercher du gibier de plus en plus loin et de ne pas se contenter de retrouver une pièce de gibier qu'il a vu tomber, si une autre est tombée un peu plus loin, et qu'il aille la rechercher quand on lui demande, même s'il ne l'a pas vue. En général, il tourne en rond sur la première émanation du gibier et ne va pas effectivement plus loin. Donc pour leur apprendre ça, on procède de la façon suivante. On prend plusieurs pièces de gibier, on les place de façon linéaire, espacées de plusieurs mètres. La deuxième pièce est à 7-8 mètres de la première et la troisième à une dizaine de mètres de la seconde. Et on envoie le chien rechercher la première, ensuite on le renvoie jusqu'à ce qu'il trouve la seconde et la troisième, donc de plus en plus loin. En avant, allez, 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 plus loin, allez, allez, en avant, allez, allez, non, 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 allez, en avant, allez, allez, plus loin, allez, allez, en avant. Et à un moment donné, quand on lui donne l'ordre considéré, de lui-même, il dépasse l'endroit où il a vu le premier gibier tomber ou où il a retrouvé le premier gibier tombé. Très bien. Allez, il y en a encore un. Hein. Allez, en avant. Allez, en avant, en avant, en avant. Non, 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 en avant, en avant. Allez, 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 allez. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez. Eh bien, allez. Allez. Apporte. Alors, autre technique de dressage, comment apprendre un retriever à mettre la tête sous l'eau s'il ne le fait pas de lui-même dès le départ. Mettre la tête sous l'eau, ça lui sert à récupérer les canards blessés, les palmipèdes blessés, bien entendu. Alors ceux qui ont l'occasion de voir beaucoup de gibier, bien entendu, tôt ou tard tombent sur un oiseau blessé qui plonge et d'eux-mêmes ont tendance à le suivre sous l'élément liquide. Par contre, vous avez d'autres chats qui sont habitués à retrouver du gibier à terre uniquement, en plaine, et le jour où vous le mettez au marais ou au bord d'un étang, il n'aura pas l'idée au départ de plonger à la suite d'un canard, de plonger au moins la tête à la suite d'un canard, ne serait-ce que pour l'observer, le voir, le repérer, ou essayer de le récupérer. Donc on leur apprend, on gagne du temps en leur apprenant de la façon suivante à mettre la tête sous l'eau.
Pour ce faire, on utilise du gibier congelé, c'est-à-dire que ce gibier jeté à l'eau va avoir tendance à très mal flotter. Dès que le chien l'a rapporté 1 ou 2 fois, le gibier coule à moitié et le chien a tendance, naturellement, bien entendu, à suivre ce gibier qui coule devant lui. Et il met en principe la tête sous l'eau assez rapidement. Au bout d'1 ou 2 séances, c'est réglé. C'est bien. Il y a une méthode très simple et tout à fait naturelle également, c'est d'emmener le jeune chien avec un chien adulte. L'avantage, c'est que le chien adulte va lui montrer immédiatement quel est son travail, ce qu'il doit faire, comment agir en la circonstance, selon les situations données, et va donc en quelque sorte lui jouer un rôle de moniteur. Par contre, il faut savoir retirer le jeune chien, j'allais dire, des pattes du chien adulte avant que l'autre ait dominé tellement la situation que le jeune chien comprenne qu'en laissant faire l'adulte, l'efficacité est totale. C'est-à-dire qu'il va, à un moment au départ, intégrer l'idée de ce que fait l'adulte, le copier éventuellement, et dans un deuxième stade, si on continue à le laisser avec l'adulte, laisser faire le meilleur, laisser faire le plus fort, le meilleur. C'est dans l'ordre hiérarchique des chiens. Donc il va stagner et régresser à un moment donné. Donc à partir du moment où on s'aperçoit que le jeune chien copie l'autre, se contente d'attendre l'action de l'autre pour agir, il faut le retirer, lui donner ses responsabilités. Mais en utilisant un moniteur adulte au départ, on gagne beaucoup de temps. C'est beaucoup plus facile dans les explications que de passer par un être humain qui lui explique son travail. Ça se passe toujours bien entre un jeune et un adulte. C'est-à-dire qu'à la limite, l'adulte, s'il est jaloux, va mépriser le jeune et va travailler beaucoup mieux que ce qu'il fait d'habitude, être encore plus brillant pour écœurer l'adversaire. Mais ça sert au jeune chien quand même. Ça veut dire qu'il faudra le retirer beaucoup plus vite de cet adulte qui lui fait aucun cadeau. Mais ça veut dire aussi qu'il lui aura montré beaucoup de choses avant. Et le tout, c'est de ne pas montrer un adulte nul. Sinon, il copiera la nullité. Alors certains chiens, effectivement, surtout ceux qui sont passionnés par la chasse, ont vite compris le principe de la hutte. Ils font des bonds, veulent aller voir aux guignettes ce qui se passe, enfin, sont assez gênants dans la hutte. Alors le truc, bon, c'est tout à fait logique. Alors moi j'avais un ami à qui c'était arrivé, qui avait 2 chiens comme ça. Alors tout simplement, je lui avais fait acheter une caisse de voyage pour chien, une petite caisse de voyage, et puis le chien était enfermé là-dedans. Donc il avait compris que de toute façon, est enfermé dans sa caisse et libéré quand il fallait retrouver du gibier. Donc rien qu'en le laissant, si vous voulez, contenu et ne pouvant se libérer lui-même, ne pouvant donner libre cours à ses excès, eh bien au bout de, je pense, ça avait dû durer 3 ou 4 week-ends, ça suffisait pour que le chien reste tranquille. Il allait de lui-même, la caisse était ouverte et il allait lui-même se mettre dans sa caisse de voyage en attendant les coups de feu. Question d'habitude, il se sortait bien là-dedans. Pour la chasse au gibier d'eau, les appelants et les chiens sont des alliés précieux du chasseur. Mais ce ne sont pas les seuls. D'autres animaux, des chevaux, des vaches ou des moutons, peuvent aussi les aider, notamment dans l'aménagement des marais. Chasser au marais est un plaisir partagé par tous les sauvaginiers. Mais l'entretenir peut se révéler compliqué et surtout onéreux. Certaines fédérations de chasseurs ont développé de petites astuces, des moyens simples d'entretenir le marais. Alors ici, on est sur la réserve de chasse maritime du Havre de Gelfos. Cette réserve, jusqu'à présent, n'était pas entretenue. Tout poussait dans tous les sens. Depuis 2 ans, nous avons essayé d'entretenir certaines parcelles pour améliorer la capacité d'accueil au niveau avifaune. Aucun tracteur ne peut intervenir sur le site. 200 hectares, c'est trop important pour qu'on puisse financièrement intervenir de façon mécanique. Beaucoup de limes parcourent le site. Donc la seule solution, c'est l'intervention par le biais d'animaux, donc des poneys et des bovins. On est un peu des apprentis sorciers. On n'avait pas une grande connaissance, mais on s'est renseigné à droite et à gauche. Déjà dans certaines réserves, ces méthodes sont employées. Et puis on a essayé d'adapter cette méthode à notre réserve et ça marche très bien.
Ben voilà, ça c'est le résultat d'aucune gestion, hein, puisqu'on a laissé pousser l'ensemble de la végétation et sans aucune intervention de l'homme et des animaux, la réserve serait couverte de ronces, de saules et d'aubépines. L'intervention de l'homme permet d'avoir des milieux ouverts et dégagés, très favorables aux oiseaux d'eau en règle générale. Alors, ce sont des bœufs de race Highland. Ils sont d'origine de l'Écosse et des Highlands. C'est une race qui est très rustique et qui peut rester même sur des conditions météo défavorables dehors. Hein, il suffit d'avoir quelques abris comme des arbres, des saules par exemple. Elles s'abritent, mais c'est vraiment pas un problème pour cette race-là de rester dehors tout l'hiver. Par contre, dès que les températures baissent, l'herbe ne pousse plus ou la végétation ne pousse plus. Et là, il faut un petit peu calculer la surface. Il faut 1 hectare par bovin durant toute la saison. Ces bœufs peuvent être utilisés aussi bien sur des végétations type semi-maritime ou maritime. On le prouve sur cette réserve. Mais elles sont également utilisables sur des marais tourbeux à base de carex, de phragmites et autres. C'est une race qui s'adapte vraiment à tous les milieux. Son pelage lui permet donc de rester dehors. Et ses grandes cornes, elle l'utilise pour un petit peu casser du bois lorsqu'elle passe sur des saulées ou des zones assez couvertes d'arbustes. L'apport de déjection animale apporte des insectes, des lombrics. Hein, c'est l'alimentation de base pour beaucoup d'oiseaux. Alors un lombric, là, dans une déjection d'Highland, hein, ça c'est la base du régime alimentaire de beaucoup d'oiseaux, en particulier les limicoles. Sans introduction de bovins sur le marais, on n'aurait pas d'humus. Et on aurait un sol plus ou moins stérile avec une rentrée d'eau de mer et puis une végétation classique assez haute, défavorable pour l'avifaune en règle générale. Au niveau de la clôture, il faut au moins un fil électrique, mais ce ne sont pas des lions, c'est des animaux très très calmes, et rustiques et aussi domestiques. Il faut se méfier de l'utilisation du fil électrique. En bordure de mer, on s'est aperçu que d'utiliser des fils nylon avec des petites tresses métalliques, ça s'oxydait très vite et on avait peu de courant dans les fils. Ça, c'est pour les gens qui seraient en bordure de mer. Par contre, un fil inox ou galva, là, il n'y a aucun problème, même en bordure de mer. On a mis 2 abreuvoirs pour la période estivale. Ça permet de ne pas revenir tous les jours. Hein, ça leur permet d'avoir de l'eau pour une semaine, une dizaine de jours. C'est pas simple pour trouver des animaux comme ça, rustiques. Ces animaux produisent rien du tout, sauf l'entretien qu'elles engendrent. Donc il y a peu d'élevage en France, peu de personnes qui en possèdent. Les seules personnes qui possèdent ces animaux-là, c'est dans un but non lucratif et pour un entretien uniquement. Donc c'est assez difficile d'en obtenir, mais je pense qu'en se renseignant auprès des chambres d'agriculture locales de chaque département, on doit pouvoir avoir des adresses. Je pense que le Marais Vernier reste le noyau important de Highland en France. Combien ça coûte? Eh bien, c'est des vaches qui doivent valoir entre 4 à 5 000 francs, quoi. Si on n'a pas de Highland, on peut utiliser d'autres races rustiques. En l'occurrence, la vache nantaise, hein, une vache ancienne qui est utilisée sur l'estuaire de la Loire pour l'entretien de zones humides. Et ensuite, vous avez toute une catégorie de vaches utilisées en montagne qui doivent pouvoir être utilisées également sur les zones de marais. Les bovins aident donc le chasseur à entretenir les marais. Mais il y a aussi d'autres auxiliaires, comme le cheval. Alors ce sont des poneys New Forest, hein, c'est des chevaux qui sont d'origine écossaise et qui sont utilisés
pour l'entretien de zones humides ou de terrains qui auraient tendance à s'enfricher. Alors quel est l'intérêt d'utiliser des chevaux plutôt que des bœufs par exemple? C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, puisque ce que ne mange pas l'un, le cheval le mange. Donc c'est complémentaire. Là, en l'occurrence, dans cette parcelle, on avait une végétation qui faisait 80 cm, voire 1 mètre, où il y a un petit peu le résultat au bout de 2 ans de pâturage. Donc ces chevaux sont très efficaces pour l'entretien d'une zone. L'avantage du poney New Forest, c'est que vous pouvez le laisser toute l'année sur la zone, hein, été comme hiver. C'est un cheval rustique qui n'a pas besoin d'une surveillance importante et qui n'a pas non plus besoin de rentrer l'hiver au chaud. C'est des chevaux qui ont un régime alimentaire assez varié, puisqu'ils vont même attaquer les saules. Hein, ils sont assez friands des écorces de saule. Alors au niveau consommation d'herbe, les chevaux pâturent beaucoup plus que les bœufs. Hein. On peut considérer qu'il faut presque 4 bœufs Highland pour un cheval New Forest, un poney New Forest. Au niveau des races de chevaux qui ont l'habitude, enfin les races rustiques dans les marais, bon, le New Forest est très bien placé. Vous avez les chevaux camarguais, vous avez également le Fjord, le Hansen qu'on retrouve particulièrement dans la Somme, et puis vous avez toute une variété de races. Alors le New Forest c'est un poney qui est utilisé dans les clubs équestres pour débuter, mais ces chevaux-là sont pas du tout débourrés. C'est des chevaux qui restent à l'état sauvage et n'ont jamais été montés. Hein. Lorsqu'il y a une action de chasse, ce qui n'est pas le cas là dans la réserve, mais dans un marais, les chevaux se poussent pour l'action de chasse. Il n'y a pas d'ambiguïté entre l'utilisation de ces chevaux et la chasse. C'est des chevaux qui valent, avec des papiers, 5 à 6 000 francs, mais vous avez des possibilités à moins de 3 000 francs chez certains éleveurs qui n'ont pas fait le nécessaire au niveau des papiers. Donc pour l'entretien d'un marais privé, ça vaut 10 heures de rebroyage avec un tracteur, quoi. La cerise sur le gâteau ici sur le Havre, c'est le mouton. Hein, c'est un petit troupeau de moutons là d'une cinquantaine de têtes, hein, qui est la propriété d'un petit éleveur local. C'est un demi-mouton de présalé. Mais bon, le mouton a l'inconvénient de toujours manger sur les mêmes zones. Donc tant que la végétation n'est pas rase, le mouton il va pas. C'est vraiment pas l'animal qui débroussaille comme le poney ou comme les bœufs Highland. Le mouton termine un petit peu le travail de ces bestiaux-là et ça apporte un plus, mais c'est pas la grosse mécanique. C'est vraiment le petit jardinage. Hein. Le mouton termine des zones et on le rencontre plus sur la partie présalée de l'herbu. Pour un chasseur qui posséderait un terrain d'une superficie supérieure à 4 ou 5 hectares, on peut introduire 1 ou 2 poneys et les laisser toute l'année. Le seul risque, c'est les niveaux d'eau. Il faut toujours veiller à ce que les animaux se sentent en sécurité et soient en sécurité. On est sur un site naturel, beaucoup d'oiseaux fréquentent ce site et en plus on a le plaisir de voir des animaux presque en état sauvage, des chevaux et des bœufs comme ça se promener sur le site. C'est bien sympathique pour les touristes qui visitent le site.